Parler de la parole, ça peut paraître un exercice un peu redondant. Puisqu'on parle de la parole, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on ne va faire que dire ce que nous sommes en train de dire et c'est complètement descriptif et ça ne va pas aller très loin. C'est souvent, j'imagine, là je m'adresse à ceux d'entre vous donc, qui ont la parole au thème cette année, comme thème, qui vont donc écrire une dissertation sur la parole à la fin de l'année. C'est un peu difficile de savoir par où prendre ce problème parce qu'on a... La parole est vraiment, disons... empreinte d'une image très, très étrange. D'un côté, la parole, c'est justement le fait de parler. Et le fait de parler au sens, parfois, le plus inutile du terme, quand on oppose parler d'un côté et agir de l'autre. Quand on dit « mais tu parles, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Tout ça, c'est des mots, on le dit souvent, tout ça, c'est des mots, mais quelles sont les actions qui vont suivre ces mots ? Il y a une espèce de partition assez naturelle et inquestionnée entre d'un côté la parole et de l'autre les actes. Et c'est contre cette division que je me positionne ce soir en vous proposant, c'est une proposition qu'on pourra discuter ensuite, l'idée suivante, la parole n'est pas que du côté de la pensée, elle est peut-être autant, voire surtout, du côté de l'acte. Prendre la parole, d'ailleurs la parole on la prend, on la coupe, on la donne, on la garde, on la tient. Tenir parole, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte. Pour le coup, ce n'est pas que des mots. La différence entre une action, disons entre une parole qui dit quelque chose et une parole qui fait, elle est très simple. Quand je dis « je déclare cette conférence ouverte », dont acte. La conférence commence. Je déclare le début de cette conférence. Mais si je dis « j'enlève ma veste », il faut que j'enlève ma veste pour que l'action puisse suivre. C'est-à-dire que la phrase ne se suffit pas. Il y a des énoncés qu'on appelle performatifs, qui, dans leur propre énonciation, dans leur formulation, contiennent l'action. Il y a certaines actions qui se passent bien de langage, de mots pour les décrire, et de certains mots qui n'entraînent aucunement aucune action. On y reviendra. Parce que le thème de la parole conduit à être très attentif à toutes les nuances, et il y en a des dizaines, contenues dans la parole comme utilisation. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite distinguer la parole d'un côté et le langage de l'autre. Pour dire que la parole, ce serait la manière que j'ai de m'approprier le langage. Le langage serait un outil, quand la parole serait l'action qui consiste à s'approprier cet outil, se familiariser avec lui, apprendre à s'en servir, en vue de quelque chose. Un outil n'est jamais une fin en soi. Le langage n'est pas une fin en lui-même. Nous avons inventé le langage, ou nous utilisons le langage en vue d'autre chose, en vue de faire quelque chose. Le marteau n'existe pas pour être un marteau, le marteau existe parce qu'il y a des clous. Eh bien, le langage existe pour quelque chose. Et c'est aucunement réducteur, ici, que de comparer le langage à un outil, puisque cette distinction entre la parole et le langage ne tient que jusqu'à un certain point. Parce que s'il y a des paroles silencieuses, j'y reviendrai, la prise de parole la plus courante est celle qui passe par le langage, d'où une nécessité d'appropriation de ce langage pour pouvoir prendre cette parole. Alors je vais encore plus loin, je ne dis pas simplement que la parole est un acte, qu'il n'y a pas d'opposition vraiment entre l'agir et le parler, mais que même sans parole, il n'y a pas de monde. C'est-à-dire que la question que me posait Fernando tout à l'heure, à savoir dans quelle mesure est-ce que la parole a une influence sur la réalité, en prenant l'exemple de cet homme qui dit, mais voilà, par exemple, telle entreprise s'effondre, et bien du coup, l'ami à qui il dit ça va retirer son argent de la banque de peur que l'entreprise se soit vraiment effondrée, et si tout le monde fait comme ça, les cours de la bourse s'effondrent, et effectivement, il y a une crise financière. Tout ça par une parole, hein, quelque chose qui a été dit, qui est peut-être vrai, on ne sait pas. Je pense que non seulement la parole a une influence directe sur la réalité, mais que c'est elle qui constitue non pas la réalité, mais le monde. C'est-à-dire que par monde, j'entends l'espace commun dans lequel nous vivons. Espace, à la fois géographique et même conceptuel, ce lieu qu'on s'imagine, commun, c'est-à-dire où nous sommes tous, qui nous inclut tous. La question étant de savoir si nous avons tous un monde, si le monde que nous avons est le même. C'est que le monde dans lequel je vis est-il le même que le monde dans lequel vous vivez? C'est une vraie question. Et on n'est pas sûr d'avoir la réponse. C'est tout le courant du scepticisme en philosophie pose cette question-là. Il est très difficile de prouver l'existence du monde. Comment vous faites?
Eh bien, le monde existe dans et par cette action qui consiste à nommer les choses, et à nommer les choses pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire prendre la parole. Cette parole, on peut prendre le problème à l'inverse. Que reste-t-il du monde quand on enlève le mot « monde » ? Si nous n'avons plus le mot pour le désigner, comment est-ce qu'on peut se référer à cette réalité ? Par périphrase, vous voyez, on en reste à des jeux de langage. Si bien que le monde est une réalité assez étrange, parce qu'à la fois on a l'impression d'en faire l'expérience quotidiennement, et en même temps on est bien en mal, en peine d'en proposer une définition qui passe autrement que par le terme même de monde, qu'ensuite on va décider d'investir de la manière de son choix. Et la troisième idée forte que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est la nécessité assez urgente de réinvestir la parole en politique, mais pas seulement. Là, je fais des références assez explicites à l'année qui vient de s'écouler et à celle que nous sommes en train de vivre, puisque c'est une année présidentielle en France comme aux États-Unis, entre autres. Mais c'est deux événements qui sont beaucoup commentés et où on entend la parole politique. La parole en politique est un sujet passionnant, parce que c'est la parole qui s'éloigne le plus du vrai et qui se revendique comme telle. Et pourtant on croit. D'ailleurs, le terme de croyance montre bien qu'il ne s'agit pas de vrai ou de faux. Quand on croit en Dieu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'il existe, sinon ce ne serait pas une croyance, ce serait une certitude. On croit la parole qui nous est donnée, quand bien même elle est vraie, quand bien même elle serait fausse, quand bien même on n'a pas les moyens de prouver qu'elle soit vraie. Eh bien, le statut de cette parole-là, quand elle est déconnectée du réel, pose un vrai problème, qui là, pour le coup, n'est pas, disons, un problème conceptuel, qui n'est pas un problème de distinction, de définition, qui est un problème très concret, très urgent, et à propos duquel il me semble qu'il est vraiment nécessaire que nous ayons tous les outils pour pouvoir déjà formuler ce problème. Si la philosophie a une utilité, on pose beaucoup la question de savoir à quoi sert la philosophie. Bon. Alors soit on dit que ça ne sert à rien, mais du coup, pourquoi est-ce que tu es venu m'écouter ce soir ? On dit que c'est une utilité, mais alors du coup, certains philosophes trouvent que c'est un peu dégradant. Bon, moi, parce qu'il y a cette conception de la philosophie, le philosophe dans sa tour d'ivoire qui s'occupe de concepts et qui parle à ses collègues de laboratoire ou à l'histoire de la philosophie et qui ne veut pas que sa pensée ait forcément un impact réel sur le monde. Ça existe aussi. S'il y a une définition de la philosophie qui fonctionne assez bien, c'est celle, au moins, à minima, de définir les termes qu'on emploie. Parce que finalement, on le fait très peu. Et surtout dans le domaine politique, dans l'analyse politique, on emploie des termes qu'on ne définit pas pour aller vite, c'est normal, parce que la pensée a besoin d'avancer, on ne peut pas définir tous les termes qu'on emploie. Mais prendre le temps de savoir de quoi on parle sur certains sujets, c'est le premier pas nécessaire pour ensuite savoir où on se situe et comment on décide, et si on décide d'agir ou non, si on décide de prendre la parole ou pas. Mais le problème étant qu'en tant que citoyen, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est-à-dire que vous êtes embarqué, comme dirait Pascal. Vous êtes citoyen, vous avez le droit de vote, donc de toute façon, votre parole, elle est demandée. Vous pouvez choisir de ne pas la donner, mais c'est déjà exprimer quelque chose. Donc, quitte à prendre la parole, autant être formé, au sens quasiment professionnel, mais ça, c'est pas de mon registre, mais au moins, disons, intellectuel ou conceptuel du terme, au sens vraiment de ce que signifient les mots que vous allez employer, y compris dans le terme même de parole, pour savoir comment utiliser cette parole et en quoi est-ce qu'elle est absolument nécessaire et comment vous sentir, et là, c'est peut-être le plus important, comment se sentir légitime à être l'auteur de sa propre parole. C'est-à-dire, cette parole, c'est pas un mot creux, c'est-à-dire que vous allez dire quelque chose. Toute parole est un engagement. C'est bien que le monde n'est pas simplement ce que nous en faisons, mais c'est aussi ce que nous en disons. Ce que nous disons que ce monde... Et la parole est absolument nécessaire à cet égard, sinon il n'y a plus de lien, nous n'avons plus d'espace commun qui nous relie, dans lequel nous vivons. Il n'y a même plus de communauté sans parole. D'où la difficulté de penser une communauté sans langue commune. Donc la distinction entre parler d'un côté, prendre la parole et agir de l'autre, elle ne tient pas. Je suis en train de parler, je suis en train de vous dire quelque chose, je suis en action. Et il me semble même qu'il faut se battre contre elle, parce que c'est ce qui conduit aussi à disqualifier, pas que la parole, mais la pensée. C'est opposer la parole à l'action, penser que la parole est du côté du verbiage, du mensonge, enfin du bavardage.
c'est une manière de reléguer au second plan l'importance de ce qui peut être dit. C'est une manière de penser que l'action doit primer. L'action est ce qu'il y a de plus important. Quand la pensée viendrait après, oui, mais pour agir, il faut savoir comment on agit, au nom de quoi on agit. C'est que c'est complètement artificiel et réducteur que de distinguer les deux. Et une fois que j'insiste là-dessus, parce que si vous comprenez que la parole est une action, alors vous ne pouvez pas disqualifier la pensée, le raisonnement intellectuel dans votre action. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve qui est très français, me semble-t-il. Cette opposition, en philosophie, c'est très clair. La philosophie anglo-saxonne est une philosophie du pragmatisme. Il y a beaucoup de philosophes qui écrivent des ouvrages sur le langage. Je pense à Austin qui dit qu'en dire, c'est faire. Le parler, c'est déjà agir. Le pragmatisme de Dewey. Tous les philosophes anglo-saxons dont j'aimerais vous parler un peu ce soir parce qu'ils sont moins enseignés, il me semble, sont très utiles lorsqu'on fait appel à la philosophie pour essayer de penser quelque chose de concret, y compris toute forme d'entreprise dans tous les sens du terme de notre vie. Être l'auteur de quelque chose, agir, fonder une entreprise, que ce soit professionnelle ou même un projet de vie, ce sont des choses qui sont absolument pragmatiques, concrètes, et qui, pour être réussies, ne peuvent pas se passer d'une certaine réflexion sur ces actions-là. Et ça tombe bien, parce que c'est des personnes qui n'étaient pas du côté de l'entreprise professionnelle ont réfléchi au sens même de l'action. Et ces personnes sont aussi des philosophes, mais pas que. Donc, dire que la parole est du côté de l'action, ça signifie qu'elle n'est pas du côté du bavardage. Mais j'aimerais dire un mot du bavardage. Parce que déjà, on aurait tort de minimiser l'utilité du bavardage. En anglais, on dit small talk, le petit discours. En fait, on ne dit pas grand-chose. Mais quand on dénonce le bavardage, c'est un peu une affaire de demi-habiles, dirait Pascal. Vous savez, Pascal distingue les habiles des demi-habiles. Les demi-habiles, c'est ceux qui voient une injustice et qui disent « Attention, là, il y a une injustice devant moi. Les lois ne sont pas vraiment justes. » Pascal dit « Mais les lois n'ont pas de fondement, ne se fondent pas. La justice n'est pas fondée sur les lois, mais sur la force. C'est le plus fort qui un jour a dit « Cette loi sera ainsi. La justice vient du droit du plus fort. » Celui qui s'en rend compte va dire « Mais attendez, pourquoi j'obéirai à la justice ? Parce qu'en fait, c'est la loi du plus fort. » Ça, c'est le demi-habile qui, parce qu'il a compris que tout était arbitraire, qu'à l'époque des rois, eh bien, le souverain, celui qu'on devait respecter, qui dirigeait le pays, n'était souverain que parce qu'il était né d'un père qui lui-même était souverain, donc le fondement de l'autorité est absolument arbitraire. Celui qui dénonce ça, dénonce une injustice, mais ne fait rien d'autre que de dénoncer quelque chose qui est déjà un état de fait. C'est le demi-habile, celui qui s'indigne mais qui ne fait rien, qui dénonce toutes les injustices autour de lui, en étant très satisfait de pouvoir dénoncer ces injustices. C'est le demi-habile. L'habile, lui, c'est celui qui a une idée derrière la tête, nous dit Pascal. C'est celui qui sait très bien que ces injustices ont lieu, qui sait très bien qu'au fond, le pouvoir est arbitraire, et qui sait très bien qu'au fond, le nivellement par classe dans la société ne repose sur aucune justification morale, mais qui, pour pouvoir mieux agir sans doute contre cette justification morale, même si Pascal est très conservateur, mais on peut l'entendre dans ce sens-là, il faut accepter un temps le monde et ses injustices pour tenter de le comprendre et trouver sa place dans ce monde, pour pouvoir non pas simplement dénoncer, mais faire suivre, mais agir au lieu de dénoncer. C'est-à-dire pouvoir proposer quelque chose et pas simplement s'indigner. C'est le problème de l'indignation quand elle s'en tient au rôle de spectateur. Indignez-vous, oui, mais après, mais combien de temps et pourquoi faire ? Vous voyez, il y a une dimension qui est proprement pragmatique et qui est très importante et qui ne passe pas par ce qu'on croit. C'est-à-dire que parfois le pragmatisme passe par le silence. Ce n'est pas celui qui va lever le poing, c'est celui qui va observer, qui sait très bien et qui pense peut-être dans une autre échelle, sur un plus long terme. Donc le bavardage, c'est dire que le bavardage ne sert à rien, que le bavardage, c'est vraiment ce qu'on essaye de fuir, c'est qu'on dit pas simplement le bavardage en classe, mais aussi quand on bavarde avec des gens, on n'a rien à se dire, on bavarde. C'est un ennui profond. Le cauchemar à une soirée ou à un repas, c'est d'être entouré de bavards et de bavardages. On dit, mais nous n'avons rien dit. D'ailleurs, bavarder, on entend baver dedans, puisqu'on parle de la parole. Faites attention aux mots. Dans le bavardage, il y a cette notion de baver, de ne rien produire. D'ailleurs, dans le bavardage, vous avez remarqué, on ne dit jamais « je », c'est « on ». À la question « comment ça va ?» on fait ce qu'on peut. Très intéressant, on convoque le « on », comme si le bavardage était cette parole qui ne pouvait parler en son nom. Le bavardage, c'est la langue du « on », O-N.
Et là, on va commencer par Heidegger, tout de suite. Heidegger, dans Être et temps, prend l'exemple du bavardage, ou du on-dit, selon l'expression, selon les traductions. Le on-dit, c'est celui qui ne répond pas par je, mais qui dit on, c'est le réflexe de s'en remettre à un discours qui n'est pas le mien, qui est un discours, justement, et pas une parole, c'est très important, c'est pas la même chose. Un discours qui me préexiste, qui est déjà là, et qui me permet de combler le vide. Oui, mais combler le vide, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on bavarde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on ne dit rien? On dit le désir, peut-être même la nécessité dans laquelle nous sommes, de combler ce vide que nous sentons parce qu'il nous est absolument invivable. Mais ça, c'est notre condition quotidienne. C'est-à-dire que Heidegger dénonce en un sens le bavardage pour dire que, selon ses termes, c'est une déchéance du moi. Le moi authentique, dit Heidegger, c'est celui qui sait qu'il va mourir. Il a ce souci, il appelle ça le souci. C'est l'angoisse même de mourir, qui nous fonde. Que lorsque je sais que je vais mourir, alors toutes les actions que je vais mener dans ma vie auront un sens. Parce que je prends en compte en permanence la fin possible de cette existence. C'est vivre peut-être la peur au ventre, mais c'est aussi vivre pour de vrai. C'est-à-dire pas en ne faisant pas comme si je n'allais pas mourir et comme si tout m'était donné. Comprendre ça chez Heidegger, cette espèce de révélation qu'il appelle ontologique, c'est-à-dire c'est le sens de l'être. Vivre avec cette idée-là qui paraît insupportable et qui en même temps est vraie, c'est une existence authentique selon Heidegger. Le bavardage est du côté de l'existence inauthentique. Mais de même que Pascal dénonce le divertissement, vous savez, Pascal dit que le plus grand malheur de l'homme est de ne pouvoir rester seul dans sa chambre à ne rien faire. Et donc, parce que pris d'ennui, il a besoin de se divertir. Le divertissement, dans tous les sens du terme, entendez le bavardage, comme le divertissement, la société du spectacle, comme tout ce que vous allez faire, comme le travail en un certain sens, s'il n'était pas motivé par des nécessités financières, tout ce que vous allez faire pour ne surtout pas rester seul, tranquille dans votre chambre pendant plus d'1 heure. Pourquoi dans deux philosophes aussi différents que sont Pascal et Heidegger font le même constat? Parce que rien n'est plus difficile pour l'homme que d'accepter de regarder en face sa propre finitude. C'est-à-dire qu'il va mourir, ça c'est sûr, on ne sait pas quand, et que le monde est indifférent à son existence. Personne ne nous a demandé d'être en vie. Nous n'avons certainement pas demandé à être en vie. Et le miracle fait que pourtant nous le sommes et que nous le restons. Et qu'à partir de là, il est très difficile d'accepter cette condition de notre existence sans vouloir la recouvrir de quelque chose qui nous permet d'adoucir quand même cette vérité qui est terrible et qu'on essaye de tout faire pour occulter. Le divertissement, c'est ça. Et le bavardage, on peut l'entendre comme ça. Et d'ailleurs, Heidegger reconnaît une dimension positive au bavardage. Il y a une positivité de cette vie quotidienne qui est certes déchue par rapport au moi authentique, sage, qui saurait regarder la mort en face. Mais c'est notre lot commun. Pascal ne dénonce pas le divertissement. Il dit que c'est effectivement, selon lui, la seule manière que nous avons de pouvoir nous accommoder notre finitude. Croire en Dieu nous aiderait davantage, dit-il. Enfin, plutôt reconnaître que Dieu existe et qu'il peut nous choisir. Mais il a une certaine tendresse, finalement. Enfin, c'est une interprétation de se dire, oui, mais nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses et nos peurs et cette incapacité à accepter cette réalité-là. Heidegger dit la même chose, la quotidienneté du on-dit. Ça, ce sont les termes heideggeriens, qui lui a une parole très compliquée, très difficile à lire, une langue très difficile. Mais son idée est finalement assez claire et assez intuitive. Cette expérience de la mort, nous la faisons tous, de l'idée même de la mort. Voilà, ce bavardage-là, il est peut-être un moi déchu, c'est-à-dire un moi qui ne voit pas les choses en face, un moi qui ne serait pas dans la sagesse de la reconnaissance de sa propre mort, un moi non philosophe, en d'autres termes. Mais en même temps, il le sait lui-même. Ce que je veux dire quand je dis que le bavardage, il ne faut pas dénoncer le bavardage comme quelque chose forcément d'inutile, c'est que quand nous bavardons, nous savons très bien que nous sommes en train de bavarder, que nous sommes en train de ne rien dire. Et que finalement, celui qui n'a rien compris, c'est celui qui pense, qui fièrement va dénoncer le bavardage en disant « mais là, regardez, ils ne font que bavarder, ils ne disent rien, on s'ennuie. » Oui, mais ça, nous le savons bien. Simplement, le bavardage, c'est juste l'expression qu'on essaie de faire comme on peut, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours un sens à délivrer, un message à faire passer, on ne peut pas toujours regarder la vérité de notre existence en face. Et le bavardage, cette espèce de... Si vous voulez, celui qui bavarde assume sa position au-dessus du vide. Deux personnes qui bavardent, c'est un peu comme deux trapézistes qui font des numéros, qui parfois ont besoin de se toucher, d'établir un contact l'un avec l'autre pour ne pas tomber dans le vide et pour se rassurer, de se dire qu'on n'est pas seul quand même dans cette détresse
qui fait que nous devons parler, mais nous ne savons absolument pas quoi dire. Le bavardage, cette espèce de chorégraphie très orchestrée, au-dessus du vide, qui met en scène la propre vacuité de notre existence et qui semble à la fois redoubler cette vacuité, et en même temps, elle nous aide, par ces figures imposées, à conjurer le vide. Vous voyez, le bavardage, les commérages, tout ce snobisme que nous développons. Mais alors, le bavardage, je cite Heidegger, mais c'est Catherine et Liliane. J'aime bien parce qu'il n'y a que les élèves au milieu qui rigolent. Catherine et Liliane. Un sketch sur Canal+, où deux hommes interprètent deux femmes qui n'existent que par les ragots, les commérages, les commentaires. Ça dure 2 minutes et c'est vraiment l'exemple du bavardage. Vous voyez là, le divertissement. Pourquoi on se divertit de voir 2 personnes qui bavardent alors que ça nous ennuie à mourir lors d'une soirée? On rigole de nous-mêmes. En fait, Catherine et Liliane, c'est les 2 personnes qui prennent notre snobisme à son propre piège. C'est qu'on rigole d'elles-mêmes alors que nous, dans leur position, on serait mort de honte. Et qu'on fait tout pour fuir cette situation-là. Vous voyez l'ambivalence du bavardage et comment cette prise de parole... Alors voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est une prise de parole, le bavardage? Est-ce qu'on prend la parole quand on bavarde? Oui, parce qu'on ouvre la bouche et on émet des sons. Et en même temps, c'était aussi une parole qui est redondante pour le coup, qui parle pour parler. Parler pour ne rien dire. Oui, mais c'est déjà beaucoup. Parler pour ne rien dire, c'est quoi? C'est exprimer à sa manière l'absurdité de l'existence. Pensée à Beckett ou Ionesco, le théâtre de l'absurde, qui met en scène des personnages qui ne disent rien. Et ce sont des pièces de théâtre, donc il y a des dialogues, et on les voit sur scène, on les lit, on peut les voir sur scène. C'est la mise en scène de l'absurde par excellence, c'est le bavardage dans sa dimension ontologique, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes réduits quand il n'y a plus rien à dire. À la fois ça fait rire, et à la fois ça met très mal à l'aise. C'est Winnie, dans « Oh les beaux jours » de Beckett, qui a le corps complètement enterré dans une espèce de monticule de terre, et qui se retrouve là, seule, et avec son ombrelle, et il y a son mari qui est quelque part à ses pieds, au pied de cette monticule de terre, et à qui elle parle, elle chante des chansons, et elle a quelques souvenirs, elle fait l'inventaire de ce qu'elle a dans sa trousse, un peigne, du dentifrice, elle ne dit rien. Mais c'est 1h30 de pièce de théâtre, et c'est fantastique. Ionesco, dans sa pièce Rhinocéros, qui ne fait que jouer sur les mots, qui ne renvoient à aucun sens, et qui crée des malentendus incroyables entre les personnes. Il y a un grand malaise, et en même temps, beaucoup d'éclats de rire aussi, parce que cet absurde nous fait rire. Donc le langage qui parle pour ne rien dire, c'est très important, et c'est déjà beaucoup, et c'est beaucoup plus que des langages qui prétendent dire quelque chose et qui en fait ne disent absolument rien. Je disais que la parole n'était pas comme le discours. Un discours, c'est énoncer quelque chose de préécrit, énoncer une idée, délivrer un message. C'est un acte de langage. La parole, elle, module cet acte de langage. La parole incarne le langage. La parole laisse de la place à tout ce qui déborde le langage, qui l'incarne dans la personne qui prend la parole et dans la personne qui est en train d'écouter cette parole qui est prise. En fait, ce qui dénonce le bavardage, en pointant la déconnexion entre la forme et le fond, en disant cette parole ne dit rien, en disant que le langage tourne à vide et qu'il se mord la queue, finalement, part du principe que le langage, la plupart du temps, dit quelque chose de vrai, dit quelque chose, pointe le réel, que le langage est un mode d'accès plausible vers la réalité. Alors ça, c'est pas du tout sûr. C'est-à-dire que finalement, est-ce que le langage n'est pas, à l'image du bavardage, qu'un effort de l'homme pour nommer ce qui est sans jamais y parvenir? Est-ce que le langage nous permet vraiment de nommer les choses? Vous voyez où je veux en venir? J'ai commencé, pour vous montrer où on allait, en vous disant que la parole était la seule façon de faire monde, de nommer le monde. Il faut remonter en amont, en repartant du bavardage, et maintenant aller en s'interrogeant sur la nature même du langage, qui n'est pas la parole, mais dont la parole a besoin pour s'exprimer. Et là, c'est très important. Philosophiquement, c'est redoutable comme question, la question du langage. Parce qu'il y a 2 options. Soit vous partez du principe que le langage nomme les choses, qui nous donne accès à ce qui est, soit vous partez du principe que le langage est un outil complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'on a décidé que micro allait s'appeler micro, mais il aurait pu s'appeler bouteille, ça aurait été un autre langage. Il n'y a aucun lien entre les mots eux-mêmes et les choses.
là, c'est intéressant parce qu'intuitivement, on a tous une réaction. On peut se dire, mais non, le langage est complètement déconnecté de la réalité, mais il nous permet de communiquer. D'autres vont vous dire, mais non, c'est le langage qui produit la réalité. Encore une fois, que reste-t-il du monde sans le mot « monde » ? Que reste-t-il de certaines actions si le langage ne vient pas redoubler leur sens ? Alors, cette opposition entre les deux conceptions du langage, on la trouve dans un dialogue de Platon, que vous avez peut-être étudié, qui s'appelle le Cratyle, qui est très difficile, mais qui a l'avantage de proposer ces deux thèses, de les faire dialoguer, justement. D'un côté, il y a Hermogène, qui soutient que le langage est le résultat d'une convention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement naturel au langage, et que le langage serait le résultat d'un accord entre les hommes. On s'est mis d'accord un jour pour décider que micro allait s'appeler micro. De l'autre, il y a Cratyle, donc qui donne son nom au dialogue, pour qui le langage est fondé en nature, c'est-à-dire que les mots eux-mêmes renseignent sur la réalité. Que le langage est le monde, mais que ce monde, en dernière analyse, nous est inaccessible. C'est-à-dire que nous ne pouvons nommer les choses que lorsque nous parlons, que lorsque nous employons les mots, mais dès que les mots ne sont plus prononcés, il n'y a plus de vérité. Le langage est le monde, et non pas le langage révèle le monde. Vous voyez la différence ? Et ça, c'est deux conceptions de langage à travers toute l'histoire de la philosophie. Avant même Socrate, Héraclite était le premier penseur du langage comme étant le monde lui-même. C'est-à-dire que pour Héraclite, il n'y a de parole et il n'y a de monde que dans la parole. La vérité commence quand je commence à parler. Et dès que je me tais, il n'y a plus de vérité possible. Mais là aussi, c'est redoutable. Comment essayer de prouver l'existence du monde en dehors du langage ? Vous ne pouvez pas. Comment donner tort à quelqu'un qui vous dit que les choses ne sont pas quand je ne les nomme pas ? Socrate, lui, il tient une position médiane entre les deux. D'un côté, il va soutenir contre Hermogène qu'il y a un lien entre le langage et la réalité. Ce n'est pas purement arbitraire, parce que ce langage a été inventé par les dieux ou par les hommes, et donc il y a une intelligence à l'œuvre. Et pour Socrate, il est impensable d'imaginer que l'intelligence ne puisse pas nous donner accès au monde. Parce que le monde est gouverné par des idées, et que l'idée du bien est celle qui domine tout, et donc l'homme doit pouvoir avoir accès à l'idée. La connaissance me permet d'avoir accès au monde, puisque nous sommes faits de cette même intelligence. Et contre Cratyle, il va affirmer que cette vérité, nous y avons accès, justement, par l'intelligence, par la philosophie. Socrate, alors, il faut s'imaginer, on est dans une période pré-chrétienne quand même, où il y avait une espèce d'optimisme intellectuel qui laissait penser que le fait de l'intelligence nous suffisait, nous permettait de comprendre le monde et même d'accéder au bonheur. Alors depuis, la conception de l'homme a un petit peu changé, et les actions de l'homme ont pu conduire à disons, formuler quelques objections à ce point de vue socratique, mais qui est quand même très intéressant, parce que finalement, ce que Socrate nous dit, c'est que les mots sont là pour imiter la nature, que quand nous prenons la parole, nous redoublons la nature de ce qu'il y a devant nous. Alors, après de savoir, mais est-ce que les mots ne sont que des images des pensées ? Mais alors, qui a établi les pensées en premier lieu ? Vous voyez, quand on pose la question des origines dans le langage, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas arriver à l'origine même de ce langage. Alors, si on prend au sérieux cette idée d'un langage qui n'a pas d'origine, mais qui est utile dans l'acte même de s'exprimer. Et d'ailleurs, pour en terminer avec Platon, c'est très intéressant, parce qu'on trouve des textes de Platon, dans le Phèdre notamment, qui dénoncent la corruption de la parole dans l'écrit. Il reprend le mythe de l'invention de l'écriture avec Teut, le dieu égyptien. Et j'adore cet extrait parce que c'est très utile pour s'en servir contre ceux qui dénoncent, qui disent qu'aujourd'hui Internet va tuer les livres, la radio va tuer la télé, Internet va tuer les livres, que toujours l'invention des nouvelles technologies va tuer les précédentes. Socrate, dans ce texte, laisse entendre que l'écrit va tuer l'oral. Vous voyez, quand on met en perspective, l'écrit est un grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il fige la parole. Socrate est un philosophe de la parole. Il dialogue. Le problème de l'écrit, d'écrire un texte, d'écrire un discours, c'est de figer le sens une fois pour toutes. Il écrit ceci, il dit quand une fois pour toutes il a été écrit, chaque discours va rouler de droite et de gauche et passe indifféremment auprès de ceux qui s'y connaissent, comme auprès de ceux dont ce n'est point l'affaire. De plus, il ne sait pas quels sont ceux à qui il doit ou non s'adresser, et que par ailleurs s'élèvent à son sujet des voix discordantes, qu'il soit injustement injurié, il a toujours besoin du secours de son père, car il n'est capable ni de se défendre, ni de se tirer d'affaire tout seul. On parle du texte là, ce qui est formidable, c'est-à-dire que le problème pour Socrate de ce texte-là, c'est qu'il va lui échapper. C'est que la parole, vous voyez, là, c'est déterminant. Parler, c'est devenir l'auteur de sa propre parole, l'auteur donc de ses actes. Mais écrire et publier un livre et faire qu'un texte puisse être disponible à n'importe qui, c'est une sorte de
C'est reconnaître le statut orphelin d'un texte qui ne peut plus parler à travers les mots de son auteur, mais qui va parler à travers le regard, les oreilles de ses interprètes. C'est-à-dire qu'en gros, le reproche qu'on peut faire à l'écrit, c'est que ça dénature, c'est que la parole se dénature en langage et en discours. C'est-à-dire qu'on perd l'acte même de la parole. Vous voyez comme cette différence entre la parole et l'écrit permet bien de penser la spécificité qu'est cet acte de la parole. J'en reviens à cette histoire du langage comme une convention. Parce que quand on prend la parole, on dit quelque chose. On n'a pas réfléchi forcément à l'origine du langage. Vous voyez, on exprime quelque chose par rapport à une situation. Mais il y a un drame, et je pèse mes mots, il y a un drame inhérent à cette prise de parole et au langage lui-même. C'est que la personne qui prend la parole, qui dit « je », va exprimer quelque chose qu'elle pense, qu'elle veut faire. Et pourtant, quel moyen a-t-elle pour s'exprimer, si ce n'est d'avoir recours au langage qui nous préexiste depuis des siècles et des siècles. En d'autres termes, ce drame inhérent au langage et qui est inhérent à la prise de parole elle-même, c'est que je dois faire mien, à travers la parole, un langage qui n'a pas besoin de moi pour exister et qui emploie des mots, qui me propose des mots qui sont communs à tous. C'est-à-dire comment faire entendre le « je », J-E, au sein de ce monde commun, sans état qu'est le langage. Et cette inadéquation, pas simplement entre le langage et les choses, mais entre moi et du coup le réel moi et les autres, elle se joue au sein même de la prise de parole. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement arriver à parler, mais arriver à prendre la parole avec des mots qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est une dimension qui est passionnante, c'est ce qui fait... Alors, il y a deux options à partir de là. Il y a la prise de parole, disons, de l'insuffisance des mots pour exprimer ce qu'on veut dire peut conduire à la littérature, à une forme de création qui viendrait pallier cette insuffisance, qui viendrait rejouer le drame de la personne qui ne retrouve pas dans les mots ce qu'il veut dire lui-même. Et j'entends ici, dans le geste artistique, une prise de parole non langagière qui signifie quelque chose, un tableau signifie quelque chose. Et même, il y a le même geste que la prise de parole, créer, c'est le même geste que la prise de parole, dans la mesure où c'est assumer d'être l'auteur d'un contenu, à un moment donné, qui reste en plus. Mais il y a aussi une dimension politique, et j'y viens. Il y a aussi une dimension politique à ce problème du décalage entre le « je » et le « nous », pour faire vite. On a parlé du « on » dans le bavardage avec Heidegger. Eh bien, réfléchissons au « nous ». Qui est ce « nous » ? On parle d'un monde commun, ce « nous ». Nous votons, nous les Français, nous les êtres humains. Prendre la parole, c'est dire « je » au sein du « nous ». Qui est ce « je » qui parle ? Est-il autre chose que ce simple, ce mot « je » ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot même de « je » ? On ne sait pas, on s'en sert pour parler, c'est par commodité. On est obligé, pour s'exprimer, d'employer des mots qui nous préexistent. Mais dire « je », c'est essayer de tracer un chemin au sein de ce « nous ». C'est voter, par exemple, c'est exprimer sa singularité à travers des moyens qui sont collectifs et objectifs. Or, rien n'est plus difficile que d'essayer de revendiquer ce jeu, d'être l'auteur de ce jeu. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'une chose est de dire « je pense que », déjà on a beaucoup de mal ici, parce qu'on dit souvent « on pense que »,« nous pensons ». Dans les dissertations, on n'a pas le droit d'écrire « je ». Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais en tout cas de mon temps, on n'avait pas le droit d'écrire « je ». C'est quand même assez étrange, mais oui, mais si on ne dit pas « je », qui parle ? Qui est l'auteur de cette dissertation si on ne dit pas « je » ? C'est « on » ? Non, c'est pas vous, alors c'est « nous ». Mais ce n'est pas la France entière qui écrit. Vous voyez, donc la question de la locution, qui prend la parole, elle est déterminante. Parce qu'on ne dit pas les mêmes choses selon le statut que l'on s'accorde. Si on part du principe que le « je » est illégitime à exprimer sa pensée, je ne dis pas son opinion, mais aussi sa pensée, alors qui parle ? Et combien de textes de philosophie sont écrits sans le « je » ? Il y a une espèce, et ça j'insiste particulièrement là-dessus, parce que après quelques années de récupération de la littérature par le « je », avec les phénomènes d'autofiction notamment, maintenant on dénonce beaucoup le « je ». Et je pense que c'est lié à l'influence très grande des moyens d'expression qui sont offerts par les réseaux sociaux et par Internet, où le jeu, n'importe qui peut parler sous couvert d'anonymat. Alors ça, c'est une autre question, mais c'est très important aussi, prendre la parole de manière anonyme. Est-ce que c'est encore prendre la parole ? On n'est pas l'auteur de ce qu'on dit quand on avance masqué.
penser qu'on dit ce qu'on pense quand on écrit quelque chose de manière anonyme, c'est un acte d'hypocrisie et de lâcheté absolue. Non, on ne dit pas ce qu'on pense, on dit quelque chose sans le revendiquer. Et dire quelque chose, ça n'a aucun sens. Un argument n'est pas entendu s'il n'est pas signé, s'il n'est pas nommé. Ça, c'est très important parce que ça permet de répondre à tous ceux qui vont vous faire l'objection de cette prolifération monstrueuse des réseaux sociaux où tout le monde peut dire ce qu'il pense. Oui, mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas que... Enfin, déjà, c'est une bonne chose que tout le monde puisse dire ce qu'il pense. Et ensuite, la question n'est pas la quantité, mais la qualité de ce qui est dit, de ce qui est revendiqué. On peut être l'auteur de ce qu'on dit. Il n'y a pas de question plus intéressante, d'ailleurs. Il n'y a pas d'enjeu plus important que d'essayer d'être l'auteur de ce qu'on dit et de ce qu'on fait dans notre vie. Et bien, ce jeu-là, c'est là où la parole elle est déterminante. Ce jeu qui prend la parole, il ne tient pas un discours. La parole n'est pas un discours. La parole, c'est pas juste le langage. Celui qui dit « je », il a une voix. Il fait entendre sa voix, V-O-I-X. Vous écrivez-le comme vous voulez. Mais dans la parole, et ça c'est une dimension qui est trop souvent passée sous silence, y compris dans la dimension politique, c'est la voix. Faire entendre sa voix. On a une voix. Les électeurs sont autant de voix. La voix, c'est aussi tout ce qui, dans la prise de parole, détermine ce qui est dit. Il n'y a pas qu'un contenu. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure n'est pas qu'un contenu que je vous délivre. J'ai une manière de le dire. Et vous avez une manière d'écouter. Quand vous prendrez la parole tout à l'heure, vous avez une manière de le dire. Et cette manière-là, c'est ça la parole. Ce n'est pas qu'un contenu, sinon ce ne serait pas un thème d'étude cette année. La parole n'aurait aucune... Il n'y aurait aucune distinction entre la parole et le discours si on n'entendait pas dans parole l'importance de la voix, du ton, de la tonalité. Si la parole, c'est revendiquer une action en son propre nom, alors on la revendique dans sa singularité, alors on la revendique, y compris pas uniquement sur le fond, mais aussi sur la forme, sur la manière de faire. Et ça, c'est une dimension qui est très, très peu étudiée, très peu présente dans le corpus philosophique notamment, cette question même du caractère même. On ne parle jamais de manière abstraite. Tous les philosophes que vous allez lire, tous les textes que vous lisez, y compris les plus arides, y compris les plus hermétiques, sont toujours écrits par une personne qui a un certain caractère et qui vous dit cette chose à ce moment-là de sa vie pour une raison qui lui appartient. C'est sa singularité qui s'exprime. Les discours ne sont jamais... C'est très important d'avoir ça en tête pour maintenir une espèce de distance par rapport au texte qu'on présente comme étant absolument indépassable et qui empêche de prendre la parole. Il n'y a pas des paroles meilleures que d'autres. Il n'y a pas des paroles qui s'imposent à d'autres. La parole, justement, la différence, encore une fois, disons de certains discours, de certains registres de langage, la parole, elle est absolument égale. Simplement, ça dépend de la manière dont on s'en sert et les moments où on s'en sert. Mais cette égalité absolue dans la prise de parole, elle est très importante et c'est tout un travail. En fait, ça se conquiert, cette prise de parole, ce jeu qui s'exprime. Et ça se conquiert par une forme de revendication d'une forme de parole qui n'est pas un mimétisme. Là, je pense à un philosophe américain qui s'appelle Emerson, qui est un philosophe du 19e siècle, qui est peu étudié en France, qui est très connu aux États-Unis. Et ce n'est pas pour rien que je vous parle beaucoup justement du monde anglo-saxon des États-Unis ce soir, parce que la question de la parole, elle est beaucoup plus étudiée là-bas qu'ici. Pour une raison simple, c'est que les États-Unis sont un pays beaucoup plus jeune que le nôtre et qui ont eu ce moment incroyable qui ne nous est pas arrivé, parce que voilà, notre histoire est différente, qu'un jour, ce moment incroyable qui a consisté un jour à se demander mais quelle est notre culture américaine? Le pays existe, on est au milieu du 19e siècle, voilà, ça fait le pays existe, les gens qui le peuplent ce pays sont des citoyens qui viennent d'Europe, mais il n'y a pas de culture américaine. Il n'y a pas de philosophie américaine, il n'y a pas de littérature américaine, il n'y a pas d'écrivain américain, il n'y a pas d'intellectuel américain. Et Emerson est le premier, c'est un pasteur qui enseigne à Harvard notamment, et le premier, il prend la parole devant ses étudiants à Harvard en leur disant, en lançant un appel à l'indépendance intellectuelle des États-Unis. Avec cette phrase sublime, il dit « Cessez de courtiser les muses de l'Europe. Arrêtez de faire comme eux. » À cette époque-là, ce qui a cours de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le romantisme, le grandiose, le sublime. Il dit « Arrêtons de nous tourner vers l'Europe. Prenons la parole depuis notre pays, notre nouveau pays, qui ne pourra exister que si nous lui donnons la culture, si nous lui donnons une parole. » Pas simplement une langue, puisque la langue elle a été décidée assez vite, une parole. Et cette parole, dans parole, il y a toute la dimension intellectuelle, tout le contenu intellectuel qu'on peut y mettre, et surtout à l'échelle d'un pays. Et donc, que dit Emerson? Il dit « Détournez-vous du sublime et du grandiose, le romantique,
qui est de mise sur l'autre continent à ce moment-là, regardez devant vous. Regardez devant vous, regardez à vos pieds, dit-il. Regardez le bas, le trivial, l'ordinaire. C'est le début de ce qu'on appelle la pensée de l'ordinaire, qui est très importante parce que ce sont les penseurs dits de l'ordinaire, il y en a d'autres, même qui le précèdent, qui ne l'avaient pas formulé comme ça, qui vont revendiquer cette prise de parole, ce jeu. Et là, Emerson le dit comme tel, ce jeu. Il dit à ses étudiants d'Harvard, arrêtez non seulement d'imiter les autres, mais de passer votre temps dans les bibliothèques à lire des ouvrages, dites ce que vous avez à dire. Si vous ne le dites pas, dans 20 ans, vous allez lire un livre qui dit exactement ce que vous auriez aimé dire, simplement vous n'avez pas pris le temps de le faire. Cet appel, cet encouragement à prendre la parole, il peut être difficile à entendre dans un registre, disons, un peu cynique, qui pense que, mais dire je, qui suis-je pour dire je, quelle prétention je peux avoir à parler en mon nom, et puis on pense au cercle des poètes disparus, pour ceux qui l'ont vu. Là, pour le coup, ça fait plutôt un message un peu aux adolescents, mais non, osez prendre la parole, ayez confiance en vous. L'ouvrage phare d'Emerson s'appelle Self-Reliance. C'est traduit en français par La confiance en soi. Lisez-le, ça fait 15 pages. Ça et L'intellectuel américain, The American Scholar. On trouve difficilement la traduction. Ce sont les deux textes où il y a tout, où Emerson montre comment, politiquement, l'expression du « je » passe par un refus de la conformité. La confiance en soi, oubliez la dimension psychologique de cette expression qui peut agacer, la confiance en soi, confiance, et croire avec, c'est croire en la possibilité de dire « je » et de prendre la parole pour dire autre chose que ce qui a déjà été dit, forcément parce que c'est ma singularité qui l'exprime. Et si ce n'était pas le cas? Vous imaginez si on ne faisait que répéter ce qui a déjà été dit? Si chaque personne qui a une idée ne fait que répéter la même idée que la personne précédente, c'est sans doute le cas. Mais s'il ne le dit pas à sa manière, alors il n'y a aucune valeur ajoutée à l'expression d'une nouvelle idée. En clair, il n'y a pas de progrès en philosophie. Les idées qu'énonce Platon dans ces dialogues, ce sont les mêmes problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Qu'est-ce que la vertu? Est-ce que l'homme peut être heureux? Comment bien gouverner? Simplement, il y a différentes manières d'expliquer ces problèmes. Selon l'époque, un philosophe est celui qui connaît aussi bien les textes philosophiques qu'il a fréquentés, dont il est très familier, que l'époque dans laquelle il vit. Et il ne peut pas tourner le dos à l'époque. Sinon il ne s'adresse à personne, il s'adresse aux morts ou à ses collègues de laboratoire. Mais quelqu'un qui a une responsabilité de philosophe aujourd'hui, non seulement conçoit la prise de parole comme un engagement, mais surtout prend en compte les personnes auxquelles il s'adresse, qui vivent dans une certaine époque. On ne parle pas de Platon aujourd'hui comme on parlait de Platon il y a 300 ans. Et c'est pour ça qu'il y a un sens à réécrire quelque chose. L'idée n'est pas forcément neuve, mais la manière dont elle va être exprimée est complètement différente. Au fond des idées, il n'y en a pas tant que ça. Ce serait la fausse bonne idée, ce serait de se dire mais il faut à tout prix inventer quelque chose de nouveau. Mais inventer quelque chose de nouveau, c'est pas sortir quelque chose d'un chapeau, c'est arriver à dire ce qui vous paraît important, à prendre la parole, à croire en la possibilité que vous avez, en la légitimité qui est la vôtre, de prendre la parole, c'est-à-dire d'occuper un espace dans l'espace public, que ce soit de manière politique, artistique, professionnelle, familiale, quelle qu'elle soit. Et prendre la parole articule ces dimensions à la fois politiques et, disons, propres au privé. Encore un mot avant d'arriver à la dimension vraiment politique de la parole aujourd'hui, même si j'en parle déjà, mais il y a une dimension qui est très importante. Mais juste avant ça, cette difficulté à dire « je », à trouver une place pour le jeu au sein du « nous », on a plein d'exemples, mais ce que ça veut dire, c'est que ce décalage entre nous et le langage, ce que signifie la prise de parole, à savoir investir le langage de manière singulière, et pas uniquement par des mots, mais par autre chose, par une tonalité, au sens très fort du terme, par un caractère. J'ai parlé du drame du langage tout à l'heure. C'est le drame du sujet, c'est le drame de l'ego au sens étymologique. Pour ceux d'entre vous qui ont fait des études de philosophie, qui sont encore en train d'en faire, on date l'apparition de ce jeu, le fondement de la pensée dans le jeu, à Descartes. Il dit « je pense, donc je suis ». On dit souvent cette phrase-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on lit Descartes, d'ailleurs, pas dans le discours de la méthode, mais dans les méditations, cette prise de parole très étrange. Chaque texte de philosophe est comme une prise de parole, qui a un ton particulier. Descartes essaye de savoir non seulement si nous pouvons prouver l'existence du monde, c'est là où on en vient au sujet de la parole, si la parole est liée au monde,
Descartes est dans une entreprise sceptique. Simplement, lui, ce scepticisme, il est méthodique. Il met en doute pour voir jusqu'où il peut aller. Si on part du principe que les mots ne veulent plus rien dire, si on parle du principe que les sens sont trompeurs, si on part du principe que je n'ai aucun moyen de prouver l'existence, votre existence, vous qui êtes en face de moi ou à côté de moi, ni même l'existence de mon propre corps, peut-être mes sens sont en train de me tromper, je ne suis pas en train de toucher mes mains parce que je n'ai pas de mains, si je peux tout mettre en doute, qu'est-ce qui reste? Ce qui est terrible, et là c'est de Aristote à Montaigne, Nietzsche, Emerson, il y a tout un courant de sceptiques, et Descartes en fait partie, même si encore une fois, Descartes a la chance d'avoir Dieu qui vient l'aider. On peut le dire comme ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ce scepticisme. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une expérience que vous ne pourrez jamais, enfin, vous me direz après, mais on ne peut pas prouver l'existence du monde, ça c'est certain, des choses, des autres. Il y a un scepticisme qui n'est pas méthodique, qui est vraiment vécu. Je ne peux jamais faire la preuve les expériences que je fais, je n'en ai jamais aucune preuve absolue. C'est une espèce de solipsisme, on est seul au monde finalement quand on ne peut pas prouver, quand on n'investit pas le langage de manière absolument universelle. Dès lors qu'on prend conscience du caractère arbitraire du langage, que tout vient d'une convention qui m'a échappé, qui existe depuis bien plus longtemps que moi, comment on s'accommode de ça? Comment on vit ce drame-là, la subjectivité qui ne peut pas s'assurer que ce qu'elle dit est vraiment entendu, et ni même prouver en raison qui elle est. C'est-à-dire que Descartes, il nous fait aller encore plus loin dans le drame, dans la mise en scène quasiment théâtrale du drame et donc de l'urgence de cette prise de parole, parce qu'il a dit, mais ce jeu, je ne peux pas le fonder vraiment. On dit que Descartes fonde le jeu sur la pensée. Mais en fait, c'est pas simplement qu'il dit « je pense, donc je suis », il dit, dans les méditations, il dit « je suis, virgule, j'existe ». Et ça, c'est là où tout se joue. « Je pense, donc je suis » est encore un raisonnement argumentatif, logique, une déduction. « Je suis, j'existe », qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que c'est pas parce que ce serait redondant de dire je suis, c'est-à-dire que j'ai un être, donc j'existe. Non, c'est pas ça. C'est au moment où je dis je suis en train d'exister. C'est très important, c'est la dimension temporelle de la prise de parole. Sinon, il serait que dans le langage. C'est-à-dire que je ne sais pas qui est ce jeu qui est en train de parler. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas sûr que ce que je suis en train de dire signifie quelque chose. Je ne suis même pas sûr qu'on me comprenne. Mais ce que je sais, c'est que je suis en train de dire je. Et même si ce mot ne veut rien dire, même s'il ne renvoie à aucune réalité, même si « je » n'existe pas, le pouvoir même de dire « je » prouve que quelqu'un est en train de le dire, et donc que ce quelqu'un existe nécessairement. Parce que ce que moi je suis en train de vous dire, c'est que c'est par la parole que Descartes prouve l'existence, pas par la pensée. Vous voyez de quoi on peut investir l'idée même de parole quand on la prend comme ça, c'est-à-dire que ça fonde la subjectivité, ça fonde l'existence même. Je pense, je suis, mais combien de temps, dit Descartes? C'est la phrase qui suit, qu'il ne faut surtout pas omettre. Combien de temps? C'est-à-dire que dès lors que j'arrête de dire que je suis, est-ce que j'existe encore quand je ne parle plus? Chez Descartes, c'est l'élocution, c'est la prise de parole qui prouve que je suis en train d'exister, d'où le bavardage, j'y reviens. Le bavardage qui permet, il faut parler, mais pour se prouver qu'on est bien en train d'exister. Parce que quand on ne parle plus, qu'est-ce qui reste? On ne sait pas. D'où le tweet. Qu'est-ce que c'est? Quand je tweete, qu'est-ce que je fais? C'est une espèce de bouteille à la mer. Je dis, mais j'existe, j'ai quelque chose à dire, j'ai un pseudo, je suis anonyme, et je dis quelque chose, je dépose quelque chose, j'existe. C'est une bouteille à la mer, c'est dans un océan. Peut-être qu'on va me répondre, peut-être pas, mais c'est un acte tautologique pour prouver mon existence, pour tester, comme une main tendue, pour voir si on va me répondre, pour voir si on va me retweeter, ou si on va me liker, ou quelle va être la réaction. C'est un appel à interférer dans un espace public dont je n'ai pas la preuve par autre chose que par la parole. Là, un signe équivaut à une parole ici. Alors, et je m'arrêterai là-dessus avant qu'on discute ensemble. Bonne prise de parole. Je dis qu'il y a quand même quelque chose de très important à ce que... J'ai beaucoup insisté sur le scepticisme, montrant qu'on ne pouvait pas prouver l'existence des choses, que le langage n'était pas un outil commode pour nous faire parvenir à la réalité. Encore faut-il définir ce que c'est que cette réalité. Et que la parole devait s'assumer comme telle. Prendre la parole, c'est aussi faire comme si il n'y avait aucun doute. Qu'au moment où je vais prendre la parole, quelqu'un va m'écouter. C'est comme si j'avais aucun doute qu'en tendant la main, quelqu'un allait me la serrer, me la tendre, la saisir, sans saisir en retour.
C'est un acte de foi quasiment, qui ne passe pas, vous voyez, que par le langage, qui n'est pas une affaire de pensée ou de connaissance, mais de courage. On en revient à ce courage qu'il faut pour prendre la parole. Mais il est important quand même de ne pas complètement déconnecter la parole des faits. Sinon, la parole ne dit plus rien. Sinon, la parole n'est qu'un geste. Et c'est essentiel, j'espère que je vous l'aurai démontré, mais qui n'est qu'un geste disons comme un test d'existence des choses. C'est un geste existentiel, fondamental. Mais ce serait trop réducteur de le voir ainsi, et surtout ce serait faux que de déconnecter complètement la parole de toute forme de réalité et de fait. J'en viens aux faits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire. Il y a la manière dont on le dit, et il y a ce qu'on dit vraiment. Il y a pas simplement le message qu'on est en train de passer, mais il y a la réalité qu'on a envie de désigner. Qu'elle existe ou pas, peu importe, il y a des choses qui existent et qu'on ne peut pas renier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on doit suspendre le doute, même si on ne peut pas prouver absolument la réalité qu'on avance. Parce que sinon, si certains énoncés se passent de l'épreuve des faits, alors là, c'est plus le drame, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, y compris politique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter le scepticisme absolu ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que finalement tout est un langage un peu flottant, qui s'accommoder de cette espèce d'îlot sur lequel on se trouve, en espérant qu'il y ait d'autres îlots à côté et qu'on puisse faire un monde commun ? Ce n'est pas dans la communication quotidienne, le problème de ne pas savoir à quoi on se réfère. On s'en sort toujours. Du moment qu'on arrive à communiquer pour survivre, qu'on arrive à... que les biens, disons, matériels sont obtenus, peu importe qu'on parle le même langage ou pas, finalement. C'est pas la communication entre les individus, on s'en sort. Même si la communication est très compliquée, au mieux, si la conversation n'est pas possible, on peut l'exprimer autrement. Il y a d'autres biais que celui de langage. Et puis si vraiment on n'arrive pas du tout à être compris, il y a une autre manière de se faire comprendre qu'en prenant la parole. Non, le vrai problème quand on déconnecte la parole des faits, c'est quand on affirme « oui, il y avait autant de monde à mon investiture que lors de l'investiture du dernier président ». Là, il y a un problème. Vous voyez ? Là, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Eh bien parce que le problème, c'est de croire non pas en l'existence de Dieu ou en l'existence d'une autre réalité, mais de ce que le porte-parole de Donald Trump a appelé, je citais Donald Trump, a cité les faits alternatifs. Pour ceux qui auraient été coupés du monde depuis 3 semaines, à son discours d'investiture, Donald Trump a pris la parole devant le Capitole, comme l'avait fait Barack Obama 5 ans auparavant. Les photos qui ont été prises vues du ciel ont montré que le nombre de personnes présentes le jour de l'investiture de Donald Trump était considérablement moins important que lors des précédentes investitures de Barack Obama, puisqu'il a été président 2 fois. Ce qui était un désaveu, pour le coup, indéniable de la réticence avec laquelle le peuple américain accueillait son nouveau président qu'il venait d'élire. Ça, c'est pas pour contester la légitimité de l'élection de Donald Trump. Simplement, devant ces 2 photos, où on voit d'un côté la foule présente lors de l'élection de Barack Obama, le discours d'investiture de Barack Obama, et la foule présente lors de l'investiture de Donald Trump, et qu'on voit ici une place noire de monde et là une place clairsemée, comment renier cette réalité ? Preuve par photo, là c'est une preuve. Alors bien sûr, on peut dire que c'est un complot. Les photos ont été trafiquées, bien sûr. Je ne rentrerai pas là-dedans maintenant, on y reviendra après si vous voulez. Eh bien, pour justifier, en formidable déni de réalité, l'argument avancé était de dire, mais ce sont des faits alternatifs, alternative facts. Ça, c'est quoi ? Là, c'est dire, non, mais j'ai raison. Simplement selon une autre réalité. Et là, vous voyez le danger ? Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le monde qui est le nôtre et dont on parle, quand on déconnecte complètement la parole des faits, c'est que ça tourne complètement à vide. C'est-à-dire que là, je ne parle même pas de la parole des hommes politiques ou des femmes politiques qui de toute façon est très difficile à évaluer en fonction du critère du vrai et du faux. Je veux dire, il faut être complètement naïf pour penser qu'un homme politique en campagne parle vrai. Mais c'est même pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. Je m'étonne que les gens s'en étonnent. Les promesses politiques ne sont pas faites pour être tenues, elles sont faites pour être élues. Ensuite, une fois qu'on est élu, on peut invoquer les circonstances, mais il faut savoir prendre les discours politiques et encore plus en campagne pour ce qu'ils sont. Et c'est pas du cynisme pessimiste de dire ça, c'est
à mon sens, une grande lucidité qui permet au contraire de comprendre les mécanismes de la vie politique. Eh bien, invoquer une autre réalité dans ce cas-là est assez effrayant parce que qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous révèle que Donald Trump vit, alors ça, s'il fallait des preuves, mais là on en a une vraiment indéniable, vraiment dans une autre réalité que la nôtre, que celle peuplée par les gens que nous sommes, ou que les Américains qui ont voté pour lui. C'est une réalité fictive. Mais c'est une réalité d'emploi fictif. Je parle de Donald Trump, on a la même chose ici. Vous voyez, le moment, là, je prends deux exemples qui sont liés à l'actualité, parce que là, pour le coup, il me semble que c'est deux preuves évidentes de la nécessité urgente que nous avons de réinvestir non seulement la prise de parole à l'échelle individuelle, pas que politique au sens de représentant, de gouvernant, parce que, quand même, en démocratie, nous votons pour que quelqu'un nous représente. Je dis la difficulté de dire « je » au sein de ce « nous », mais ce « je », finalement, nous n'avons plus à le dire, parce que nous votons pour quelqu'un qui est censé parler en notre nom. Et ça, c'est très compliqué. La représentation est pleine de défauts et de faiblesses et d'imperfections. On n'a pas de meilleure façon, pour l'instant, de penser à l'exercice de la démocratie. Mais il faut avoir confiance en soi et conscience de ça. C'est normal que personne ne puisse se substituer à nous-mêmes, puisque un représentant représente un pays, une collectivité, non pas un individu. Ce serait impossible, sinon il y aurait autant de représentants que d'individus, ce qui n'aurait aucun sens. Ce décalage-là, il faut en avoir conscience pour avoir conscience de la nécessité dans laquelle nous sommes d'arriver à définir ce monde dans lequel nous sommes et que la parole produit. Que faire face à une parole qui s'adresse à une autre réalité? C'est plus que le mensonge, et c'est pour ça que je parle aussi de l'exemple d'un emploi fictif. C'est-à-dire que là, ce n'est pas simplement le mensonge aux citoyens qui devrait être inacceptable, c'est l'invocation d'une réalité qui n'a pas eu lieu. Mais elle est où, cette réalité? C'est très compliqué, la notion de réalité, parce que, vous savez, le mensonge est aussi réel que la vérité. La réalité, c'est ce qui existe, mais le mensonge existe, l'imagination existe. Donc c'est jamais avec le biais de la réalité qu'on s'en sort. Si vous voulez être efficace, c'est plus par la question des faits, justement. Et il y a des registres où il est absolument indispensable de s'en référer aux faits. Et cette dimension de la parole en politique, elle passe, donc l'importance de proposer un monde dans la prise de parole, de postuler l'existence d'un monde commun, on la trouve chez une philosophe dont a parlé ce matin Alain Finkielkraut, pour ceux qui ont assisté à la conférence de ce matin, qui est Hannah Arendt. Et j'aimerais vous parler de, si j'ai encore quelques minutes, oui, juste deux noms qui sont vraiment très importants pour la réflexion qui nous occupe ce soir, puis après on en reparle si vous voulez. Hannah Arendt, dans un texte, parle de la promesse et du pardon. La condition de l'homme moderne, c'est le recueil de textes où on le trouve. Et elle dit, en fait, si nous n'arrivions, si le pardon n'était pas de ce monde, on ne serait jamais délivré des conséquences de notre action. Il faut arriver à pardonner pour pouvoir avancer. Or, le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est un mot. Il peut y avoir des symboles, mais le pardon, tout passe. Le pardon, comme la promesse, sont deux actes qui sont réduits à des mots, ou des mots qui en fait ne sont que des actes. C'est qu'on est dans le registre presque symbolique, mais sans pardon, on ne se déleste jamais du poids du passé. Et ça, c'est très important. Quand Arendt écrit ça, on est peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Cette faculté de pardonner, elle est urgente parce qu'elle, sans le pardon, il y a une espèce d'immobilisme qui fait que nous ne pouvons pas continuer à avancer. Mais la promesse, c'est pareil. La promesse, c'est ce qui nous permet promettre à quelqu'un quelque chose, donner sa parole. C'est la seule manière d'établir comme des îlots qui nous permettent de constituer une identité. C'est de tracer une direction à suivre. C'est faire exister un nous, c'est-à-dire au moins deux personnes, qui sans cela n'existerait pas. La promesse, c'est cet engagement temporel entre au moins deux personnes, si ce n'est plus. Et sans promesse, il n'y a aucune politique possible. Vous voyez là où c'est compliqué, parce que pourtant, ce sont les promesses des hommes politiques que nous ne cessons de dénoncer, justement, parce qu'ils ne les tiennent pas. Et en même temps, quel autre choix avons-nous? C'est ça qui est très compliqué, c'est que peut-être qu'il faut s'accommoder de cette ambivalence qui est propre à la parole. Et enfin, je voudrais juste terminer avec une idée que je n'ai pas pu beaucoup aborder, mais on en reparlera peut-être, mais cette idée de la parole ne passe pas forcément par le langage, c'est l'importance du silence aussi.
Du silence qui signifie autant souvent que les mots qui le ponctuent. Parce que le silence, il est premier. Tout ce que nous disons, toutes ces prises de parole ne viennent qu'habiter le silence, que sculpter ce silence. C'est Camus qui parle du silence du monde, il parle de l'indifférence première du monde, hein, qui est finalement ce que lui appelle l'absurde, ce que lui l'absurde de l'existence qui fait qu'il n'y a aucun sens, c'est la rencontre entre le désir éperdu de l'homme qui veut trouver un sens et le caractère complètement irrationnel de l'existence. Et cet absurde-là, Camus parle du silence du monde. Mais il y a des qualités de silence. Il y a les silences des soirs d'été, il y a les silences d'une foule perplexe, il y a les silences liés à la gêne. Le silence fait partie, pas du langage, mais de la parole. Et savoir composer avec ce silence-là est aussi d'une grande sagesse, c'est aussi savoir se taire. Et reconnaître que dans le silence, finalement, la prise de parole peut se faire dans le silence et peut-être parfois de manière plus efficace que dans une parole qui ne fait que répéter et sans parler. Et finalement, on peut se demander si ce n'est pas dans les silences qu'on entend le mieux la parole d'un homme qui tente d'exister. Merci à vous.